beaucoup, merci à toi. On va ouvrir, parce que c'est un sujet qui je sais qui vous intéresse, et parce que tout à l'heure, Jean-Marc vous parlait du calendrier électoral, avec le choix du VP, avec la convention démocrate, avec le débat. Il y a aussi le calendrier judiciaire de Donald Trump, qui a fait une petite pause depuis le 1er juillet et la décision de la Cour suprême, mais qui est en train de revenir en force et qui va venir perturber cette campagne électorale. Il y a 4 événements qui vont arriver. Un dont on ne connaît pas vraiment la date, mais qui va arriver dans la deuxième quinzaine d'août, voire début septembre, c'est la décision de la juge Chutkan à Washington, qui va devoir déterminer dans les charges retenues contre Donald Trump dans l'affaire autour de sa tentative de coup d'État du 6 janvier, la juge Chutkan va devoir déterminer, suite à l'arrêt de la Cour suprême, quels sont les crimes, quels sont les faits qui sont des crimes du domaine de l'ordre privé, ou quelles sont les charges qui sont dans le cadre de sa fonction présidentielle, donc peut-être couvert par une immunité. Et donc, il va y avoir ce moment important de la juge Chutkan, moment d'autant plus important qu'elle a quelques outils à sa disposition pour faire ça, dont celle possible de ce qu'on a appelé du mini-procès. C'est-à-dire qu'à la fin du mois d'août, la juge Chutkan peut dire, ben voilà, on se retrouve le 15 septembre, le 1er octobre, pour que le procureur vienne présenter son dossier pour me permettre de déterminer quelle est la faute de l'ordre public ou de l'ordre privé. Cette formule-là aurait un énorme avantage. Je pense que si elle va dans cette direction-là, Donald Trump va tout faire en termes d'appel pour empêcher que ce mini-procès se tienne mi-septembre, début octobre, mais c'est une réalité qui répond à la demande directement de la Cour suprême. Donc c'est le premier sujet d'affaires judiciaires qui va revenir très rapidement dans notre actualité de la rentrée. La deuxième, elle s'est passée aujourd'hui, on a les documents, c'est le fait qu'il y a des tas de procédures d'appel qui ont été lancées par Donald Trump sur plusieurs aspects, sur plusieurs procès. Vous savez, il y a des procès au civil, il y a des procès au pénal. Et par exemple, aujourd'hui, ce matin, la Cour d'appel de New York, alors que, si vous vous en souvenez, vous avez suivi le procès avec nous, de Alina Habba à Donald Trump, on avait assuré à 100% que la Cour d'appel de New York allait inverser la décision de gag order, du fameux bâillon de Donald Trump qui n'a pas le droit d'attaquer les procureurs et leurs familles et l'équipe judiciaire qui travaille avec le juge. Donald Trump avait expliqué que c'était anticonstitutionnel et que c'était certain que la Cour d'appel allait renvoyer ça. Vous vous souvenez de toutes ces déclarations et entre autres celle d'Alina Habba. Résultat, aujourd'hui, on a eu la décision de la Cour d'appel de New York qui vient de rejeter la demande de Donald Trump, qui est donc toujours sous bâillon en attendant, et donc c'est la troisième date à retenir, en attendant la sentence contre Donald Trump. On en a parlé avec Jean-Marc Léger. La sentence du juge du Manhattan est prévue le 18 septembre. Donc, on sait que quelle que soit l'issue de cette sentence, les affaires judiciaires de Trump vont revenir en force début septembre. Et Jean-Marc vous a montré l'effet de ces condamnations. Et là, on parle d'une sentence. Qu'elle soit exécutée ou pas tout de suite, c'est un autre problème, mais on va avoir une sentence et c'est quelque chose à un moment où Donald Trump, et c'est la grosse différence entre Donald Trump aujourd'hui et Donald Trump il y a 3-4 mois, à un moment où Donald Trump est en fragilité et on a le sentiment qu'une partie des électeurs, et c'est pour ça qu'il y a aussi ce mouvement vers Kamala Harris, est en train de chercher des excuses pour ne pas voter
pour lui, pour voter pour quelqu'un d'autre, la sentence du 18 septembre est un problème. Je vous rappelle aussi que cette sentence, nous la vivrons en direct sur La Chute, en direct et en français. Donc c'est encore une fois l'occasion de vous abonner sur la chaîne et de cliquer sur la sonnette de notification. Autre date aussi importante qui est quelques jours avant cette sentence du 18 septembre, qui est le 6 septembre, un appel de Donald Trump qui a été fait sur sa condamnation, c'était il y a un an, sa condamnation pour abus sexuels et diffamation contre E. Jean Carroll. Donc c'est pas le procès pour déterminer le montant où il a été condamné à payer 83 millions plus environ 10-12 millions de dollars d'intérêts, mais c'est le cœur de la sentence où un jury, c'est en civil, mais un jury l'a trouvé responsable d'abus sexuels contre E. Jean Carroll. Le juge, je vous rappelle, suite à cette sentence, a précisé que cet abus sexuel, dans les faits, était un viol, mais que la loi de New York ne considérait pas une pénétration non désirée digitale comme un viol. La loi de New York, qui est datée, considère qu'un viol est uniquement une pénétration sexuelle, alors qu'au niveau fédéral, l'acte commis par Donald Trump aurait été un viol. Et donc, c'est un sujet qui va revenir sur l'avant de l'actualité le 6 septembre, parce que ça va être une journée où le juge va écouter les avocats de Donald Trump. Sur le papier, c'est Alina Habba. Je ne sais pas si c'est elle qui va venir, mais c'est Alina Habba qui sera là, qui en tout cas est en charge de ce dossier-là, où elle va venir démontrer les mérites de son cas et pourquoi, expliquer pourquoi le juge doit revenir sur cette décision-là. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 6 septembre, et les journées autour du 6 septembre, les accusations de viol et d'agression sexuelle contre Donald Trump vont faire l'actualité. Et Jean-Marc vous a montré dans ses sondages combien déjà l'électorat féminin rejette Donald Trump. La sentence contre Donald Trump pour la diffamation, les 92-93 millions de dollars, avait eu le mérite de porter cette affaire aux yeux du grand public qui avait complètement, parce que les médias en avaient très très peu parlé, avait complètement ignoré le fait que Trump, quelques mois plus tôt, avait été condamné. Le 6 septembre va produire le même effet. À un moment où, c'est le premier jour des élections en Caroline du Nord, à un moment où le public commence à se dire, bon, tiens, je vais pouvoir commencer à voter dans 15 jours, dans 3 semaines ou dans 2 mois. Quel est le candidat qui m'intéresse? Et donc, c'est encore une affaire judiciaire qui va avoir un impact considérable sur la campagne. Donc le 6 septembre, évidemment, c'est quelque chose que l'on vous fera vivre en direct. Donc c'est possible que le 10 septembre, nous ayons le débat. Et donc le débat, imaginez la chose, le débat va se retrouver entre deux événements judiciaires. Le 6, l'appel pour la condamnation en d'abus sexuels. Et le 18, la sentence pour le procès en pénal à New York. Début septembre, ou plutôt début octobre, excusez-moi, on devrait aussi avoir la décision du 11e circuit, la cour d'appel, donc sur la demande du département de la justice de rejeter la décision de la juge Cannon. Je vous rappelle, la juge Cannon, c'est cette juge de Floride, nommée, une des dernières personnes que Trump a nommées avant de quitter la Maison-Blanche, qui est ouvertement pro-Trump et qui a décidé de rejeter la plainte contre Trump
pour avoir volé et gardé de manière illégale et dissimulé de manière illégale des documents top secrets à Mar-a-Lago. Donc aujourd'hui, c'est un dossier qui n'existe plus parce que la juge, officiellement, il y a une procédure d'appel, je vous rassure, parce que la juge Cannon a dit non, ce n'est pas possible, parce que Jack Smith, le procureur spécial, a été nommé de manière illégale. Cette décision de la juge Cannon, je vous ai expliqué, c'est une décision qui a été prise le lundi précédent le lendemain, le début de la convention républicaine. C'était un cadeau politique, un cadeau de communication que la juge Cannon faisait à Donald Trump pour qu'il puisse, et il l'a fait dans son discours du jeudi qui suivait, donc 3 jours après, expliquer qu'il était complètement innocent et que la preuve, la juge Cannon, il a donné son nom, hein, c'est une des seules personnalités dont il a cité le nom dans son discours d'investiture, en expliquant que grâce au travail de l'extraordinaire juge Cannon, il n'était plus, il avait été prouvé innocent dans cette affaire-là. Évidemment, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, la jurisprudence démontre que la décision de la juge Cannon n'a aucune chance de tenir en appel et que, au contraire, cet appel, donc ça on va le savoir début octobre, va très certainement, ou possiblement en tout cas, entraîner son retrait du dossier, son remplacement par un autre magistrat. En tout cas, c'est l'intention de Jack Smith. Et donc, dans cette espèce de combat à distance qui se joue entre Jack Smith et la juge Eileen Cannon en allié de Donald Trump, il y a eu, on va voir l'extrait vidéo, avant-hier, une intervention, et c'est extrêmement rare parce qu'il a un devoir de réserve qu'il suit de manière quasiment religieuse, de Merrick Garland, le ministre de la Justice, qui interrogé sur le cœur de la décision de Cannon, n'a laissé planer aucun doute sur le fait que cette décision n'a aucun sens. On écoute tout de suite Merrick Garland. Judge Eileen Cannon ruled that the way the Justice Department has been picking special counsels for decades is illegal, unconstitutional. Why do you disagree with that? Look, as you well know, I picked this room for this interview. This is my favorite room in the Justice Department. It's a law library. For more than 20 years, I was a federal judge. Do I look like somebody who would make that basic mistake about the law? I don't think so. Our position is that it's constitutional and valid. That's why we appealed. I will say that this is the same process of appointing special counsel as was followed in the previous administration and the special counsel Durham and special counsel Mueller in multiple special counsels over the decades going back to Watergate and the special prosecutor in that case. Till now, every single court, including the Supreme Court, that has considered the legality of a special counsel appointment has upheld it. Donc, Garland explique qu'avant d'être ministre de la Justice, il a été lui-même juge fédéral pendant 30 ans et qu'il ne pourrait pas faire une erreur aussi grossière que de confier une enquête à quelqu'un qui légalement ne soit pas qualifié, en tout cas pour être en charge de cette enquête-là. Et puis après, il cite une énorme jurisprudence jusqu'à la Cour suprême et historiquement d'autres cas qui sont semblables où le ministre de la Justice a nommé un procureur spécial, y compris d'ailleurs sous Trump, pour mener des enquêtes. C'est une procédure complètement normale et encore une fois, les chances de la juge Cannon de rester sur ce dossier se sont affaiblies, mais son idée était de faire, et c'est une réussite, était de faire durer ce dossier le plus longtemps possible. Je vous rappelle que sur le fond et la forme, tout le monde savait que c'était le dossier le plus simple pour condamner Donald Trump,
condamné Donald Trump à des peines de prison, que les preuves étaient là, les documents étaient là, les enregistrements audio étaient là, les enregistrements vidéo étaient là, les témoignages étaient là, tout était là. Et donc sa stratégie à la juge Cannon a été de faire durer pour s'assurer que le procès n'ait pas lieu avant la présidence. Et lorsque on a eu le sentiment, hein, c'est ce que nous disait tout à l'heure Jean-Marc Léger, que Donald Trump allait gagner au mois de novembre, elle s'est dit, bah tiens, maintenant, je vais lui offrir une victoire politique, et de toute manière, dès que Trump sera réélu, non seulement il va me récompenser, mais en plus de ça, il fera annuler cette procédure. Donc voilà ce qui est en train de se jouer. Donc tout ça, ce sont le retour des affaires judiciaires en septembre et en octobre, donc à quelques semaines avant l'élection présidentielle, et c'est certain que ça va venir perturber la fin de campagne. Est-ce que les républicains d'un coup vont s'unir, comme on l'a déjà vu, derrière Donald Trump, ou une partie des électeurs indépendants, qui sont de plus en plus nombreux, qui représentent une partie de plus en plus importante du corps électoral américain, vont se dire, bah tiens, c'est hors de question de voter pour lui. C'est quelque chose que l'on va suivre. Voilà, on fait une dernière pause, et puis on va partir sur la nouvelle de la journée, la libération de ces citoyens américains qui étaient en prison en Russie. À tout de suite.